Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette vidéo sur le compte YouTube ODH TV2. Bienvenue dans ce nouvel entretien des mémoires de l'ufologie francophone en partenariat avec l'association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Aujourd'hui, nous recevons l'ufologue Luc Chastan, webmaster du site Base OVNI France. Eh bien, je vous retrouve actuellement dans le département de l'Hérault, sur la commune de Gignac, en présence de Luc Chastan. Bonjour Luc. Bonjour. Merci de répondre aux différentes questions des mémoires de l'ufologie française pour les générations futures. Alors, la question que nous posons à tous nos invités, depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie et pourquoi? 1967. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je m'intéresse à tous les sujets qui me semblent être pas sortir de l'ordinaire, mais pour moi, dès le plus jeune âge, j'étais sûr qu'il y avait d'autres planètes que celles du système solaire. À partir du moment où il y a d'autres planètes, il y a des possibilités d'autres formes de vie. S'il y a d'autres possibilités d'autres formes de vie, il y a des possibilités pour qu'il y ait de la vie intelligente. S'il y a de la vie intelligente qui a un peu d'avance sur nous, peut-être qu'elle a la possibilité de venir nous voir. D'où l'intérêt sur les ovnis. Après, bon, en 1967, j'avais 8 ans. Je pense que c'était plutôt le côté rêve, conquête de l'espace qui m'a amené là-dessus. Voilà, après je me suis intéressé, puis je m'y suis plus intéressé, puis je m'y suis à nouveau intéressé. Je ne me suis pas non plus intéressé depuis 1967 sans arrêt, quoi. Il y a eu de grandes périodes où j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Alors, suite à ton intérêt donc à 8 ans, qu'as-tu réalisé en ufologie? Quel est ton parcours? C'est-à-dire de 8 ans à maintenant. Voilà. Bon, quand tu es petit, de toute façon, puis c'était l'époque où on allait sur la Lune. Donc j'étais à fond dans tout ce qui était dans l'espace, de toute façon, à cette époque-là. Puisque j'avais un cahier où, pour chaque mission Apollo, avec tous les articles que je trouvais de journaux découpés à l'intérieur, collés et tout. Donc c'était vraiment le truc, c'était l'espace. C'est difficile de décrire de nos jours parce qu'on n'a plus ce côté un peu de folie qu'il y a eu à ce moment-là, au niveau de l'espace. Donc en fait, moi ce qui m'a intéressé la première fois, c'était un documentaire où étaient interrogés des gens qui avaient vu des ovnis qui étaient passés sur Télé Monte Carlo. Parce que j'allais en vacances tous les ans à Nice, et donc chez une dame qui avait Télé Monte Carlo, puisqu'à l'époque, il y avait la première chaîne et la deuxième chaîne, il n'y avait pas autre chose. Et à Nice, il y avait Télé Monte Carlo en plus. Et sur Télé Monte Carlo, un soir, ils ont passé un documentaire que j'ai jamais retrouvé. Sur des observations où il y avait des gens qui étaient interrogés, qui décrivaient ce qu'ils avaient vu et tout. Et c'est ce documentaire-là qui m'a, on va dire, intéressé et lancé sur les ovnis. Bon, petit, je m'y suis intéressé, mais jusqu'à l'adolescence, j'avais pas la possibilité de faire des recherches ou quoi que ce soit. Et à partir de l'adolescence, donc là c'était les années 70, c'était la folie ovni des années 70, là j'ai commencé à acheter des bouquins, des magazines, donc à l'époque c'était Nostra, l'Inconnu, qui donnait des cas d'ovni comme ça, et donc les magazines qu'on trouvait en kiosque, c'est pour ça qu'en Lumière dans la nuit, je l'ai connu plus tard,
parce qu'à l'époque, on ne le trouvait pas en magasin. Hein, donc je me suis intéressé comme ça pendant toutes les années 70. Je me suis documenté, quoi. Et après, il y a eu l'armée, il y a eu les enfants. Du coup, l'intérêt est retombé parce que j'avais pas que ça à faire. Et je me suis relancé vraiment, mais là, cette fois-ci à fond, enfin pas à fond, mais un peu plus dans l'ufologie, quand j'étais à La Réunion. Tout simplement parce que j'étais un des premiers à être sur Internet, à faire de l'Internet, parce que j'ai commencé l'Internet dès 1995. Après, je crois qu'il n'y avait même pas le web à l'époque. Hein, donc, très rapidement sur Internet, j'ai vu les ovnis il commençait à y avoir des sites. Et ce qui m'énervait, c'est que tous les sites tournaient en boucle sur les cas américains. Et sur 2 cas français, à tout casser. Et de mes connaissances, mon expérience des années 70, je savais qu'en France, il y avait énormément de cas extrêmement intéressants à étudier. Du coup, je me suis dit, c'est pas logique. C'est pas logique que même sur les sites français, on parle que des Américains, que des Américains, que des Américains. Donc j'ai reconstitué des archives, parce qu'en fait, j'avais tout perdu, tout ce que j'avais eu dans les années 70, à part 2 livres. Et j'ai reconstitué des archives en magazine, en bouquin. Et en tant que développeur web, il m'est venu l'idée de créer une base de données accessible, en ligne, de cas français, et exclusivement de cas français. Bon, on peut parler d'autres cas du monde, mais l'intérêt, c'est d'avoir des cas français en ligne que les gens puissent visualiser. Et l'idée aussi, c'était que les gens puissent extraire les données, les récupérer pour eux. Puisque les cas, c'est pas parce que la base de données, je l'ai créée, les cas ne m'appartiennent pas, ils appartiennent au monde ufologique. Donc il n'y avait aucune raison que j'empêche les gens de récupérer ce que j'avais mis là-dessus. Et puis voilà comment est née Base OVNI France. Donc en fait, mon travail dans l'ufologie, si je puis dire que c'est un travail, c'est essentiellement Base OVNI France. Après, j'ai fait quelques conférences, je me suis spécialisé sur certains cas, sur certaines données, mais voilà, c'est surtout Base OVNI France. Alors restons sur le site Base OVNI France, qui est une excellente base de données que je consulte souvent, comme tu le sais. Ce qui est bien, c'est que quand on va chercher un cas, donc il y a la source, donc OVNI, premier dossier complet, ou même LDLN, et puis après, quand on va sur l'affût, on peut retrouver le LDLN en question et avoir toute l'affaire un peu plus. C'était le but, quoi, de toujours citer les sources. Combien ça te prend ? Alors actuellement, rien, parce que j'ai pas le temps en ce moment, parce que j'ai beaucoup d'autres activités. Je ne dirai pas devant la caméra, mais je fais plein d'autres choses en fait. En plus du travail, puisque je travaille toujours, je suis pas encore à la retraite. Donc pour l'instant, c'est vrai que l'ufologie, essentiellement, c'est Gilles Thomas qui me garde le contact, on va dire. C'est grâce à lui que je continue à avoir des contacts avec l'ufologie. Mais au moment où j'ai fait vraiment le rush sur la saisie, ça pouvait me prendre, on va dire, 4-5 heures par jour pour rentrer une dizaine de cas, quoi. Il y a combien de cas sur Base OVNI en France ? Actuellement, il y a 3000, il doit y avoir 3200 ou 3300 cas, j'ai plus le chiffre exact en tête. Mais on peut faire mieux, on peut doubler. On peut doubler. Et peut-être même tripler. Je n'irai pas jusque-là, mais... Ouais, mais les journées ne font pas 72 heures. C'est ça le souci, quoi. Et bon, j'ai déjà 8 heures de sommeil, 8 heures de boulot. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps après autour
plus d'autres activités. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai essayé de la relancer là, il y a un an, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Le souci, c'est surtout la partie positionnement géographique qui me prend le plus de temps. Donc, parce que au moment où je l'ai commencé, le site, la cartographie n'était pas, la cartographie par internet n'était pas au niveau qu'elle est actuellement. Ce qui fait que j'ai pris mes propres cartes, carte de France et carte de département. Et le système que j'ai pris fait que je suis obligé de repérer sur les cartes, avant d'entrer le cas, l'endroit où se situait l'observation, de façon à pouvoir bien la positionner sur chacune des cartes. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Et après, il y a la saisie. J'essaye pas de recopier. Il faut faire une synthèse quoi, de l'observation. Donc tout ça, ça prend du temps. Et en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Donc Base OVNI France, pour l'instant, pas en sommeil, hein, puisque je sais que j'ai à peu près, on va dire, à peu près une quinzaine d'extractions de bases par semaine, quand même. Je tiens encore une fois de plus à te remercier parce que dessus tu marques des choses qui manquent dans certains rapports d'enquête, qui sont le climat. Les nuages épars, pluie, des fois il n'y a pas marqué aussi. Hein. Des fois je ne l'ai pas. Donc, je mets ce que je trouve dans le rapport. Donc il y a toute une partie où ce sont des indications rapides quoi, qui permettent de mieux trier. Comme tout est extractible, en format de tableur, ça permet éventuellement de trier, de faire des recherches sur certaines, si certains veulent tester par exemple les cas avec des apparitions d'entités, des choses comme ça. Donc il y a toute une partie, il y a la relation du cas, mais il y a toute une partie de température, enfin le temps, le ciel, si c'était le jour, la nuit, l'heure, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le nombre de témoins, la forme de l'objet, la couleur de l'objet, voilà. Et tout ça, c'est fait exclusivement dans le souci justement que la base de données puisse être réutilisée par d'autres, au moyen des extractions. Pour faire des recherches. Voilà, pour faire leurs propres recherches. Une autre question sur Base OVNI France, tu mets aussi les cas de RR3 sans OVNI. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'ufologie en France. Donc, pour moi, l'ufologie, le problème, c'est que le mot OVNI est... Comment dire? C'est vrai, c'est une chose trop précise. L'ufologie, le monde de l'ufologie, en fait, peut s'intéresser à d'autres choses que l'objet vu dans le ciel. Les ovnis, les objets vus au sol, c'est pas des ovnis, puisqu'ils étaient vus au sol. Alors, certains témoins ne les ont pas forcément vus s'envoler ou atterrir. Et pourtant, il y a un objet qui est anormal, qui ne correspond pas à ce que le témoin a l'habitude de voir. Il peut y avoir des entités autour. Pourtant, ça reste de l'ufologie. C'est pas parce que c'est pas dans le ciel que il faut pas l'étudier. En plus, l'idée aussi que j'avais au départ avec la base, c'était d'essayer de retrouver le maximum de sources possibles. Au début, j'avais fait appel aux ufologues, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu. 2. En tout et pour tout. 3 peut-être. Parce que l'idée, c'était... Je ne voulais pas m'accaparer leurs données. Le but n'était pas là. Le but était de rassembler le maximum de données. Parce que, par exemple, tu peux très bien avoir dans un journal
la relation d'un observateur qui a vu quelque chose dans le ciel. Et il se trouve que peut-être un ufologue a fait une enquête sur autre chose dans la même zone, mais qui ne correspond pas à ça. Et l'idée, c'était d'essayer de faire une relation entre tous les cas, et sur une journée, peut-être, arriver à trouver tout un groupe d'observateurs qui sont séparés, qui n'ont pas été enquêtés par les mêmes personnes, et de regrouper tout ça, et du coup d'avoir un cas complet. D'avoir tous les avis. D'avoir surtout tous les observateurs. Parce que le problème de l'ufologie, c'est qu'on a souvent un seul observateur. Mais peut-être qu'il y a des objets, bon, en dehors de certaines observations, où il y a quand même un peu plus qu'un observateur, mais on va dire 80% des observations, c'est une personne. Mais peut-être que sur certains cas, il y a une personne à droite et puis une personne à gauche, et puis une troisième personne un peu plus loin, et que ces trois personnes ont peut-être vu la même chose, mais ont été enquêtées par trois ufologues différents, ou par deux par des journaux, mais dans deux zones différentes, donc les journaux n'ont pas fait la relation entre eux. Et l'idée de la base, c'était aussi de pouvoir faire une relation de toutes ces observations. Oui, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, comme là, la nuit du 13, je crois que c'est 13 au 14 novembre 68, il y a eu plusieurs témoins à des heures différentes, à se demander s'il n'y a pas eu un appel dans la presse avant, et qu'il y en a, et tu sais, l'homme qui a eu l'ours, qui a eu l'ours aussi. Le problème, c'est que ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas étudié minutieusement chaque truc, quoi. Et l'idée, c'était ça, de la base, quoi. De permettre enfin, mon idée au départ, c'était de prendre les infos du maximum d'ufologues possible, pour qu'ensuite ces infos puissent être réutilisées par tous les ufologues. Mais bon. Est-ce que tu sais combien d'ufologues ou d'associations se servent de base OVNI France ou pas? Non, pas du tout. Il faudrait faire un sondage. Je ne pense pas que les gens répondraient forcément. Je le sais des fois. Parce que des fois, je trouve des comptes rendus, des choses comme ça. Et les gens sont un peu bêtes, ils reprennent les phrases que j'ai faites. Mot pour mot. Ouais. Mot pour mot. Donc, là, tu prends le cas qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui a fait toute une intervention sur Internet, sur un site, sur les OVNI à La Réunion, qui a repris, mais mot pour mot, l'article que j'avais écrit là-dessus il y a quelques années, qui est obsolète en plus, maintenant. Mais mot pour mot. Je sais, j'ai vu ton commentaire sous cette vidéo. Bon, dans ces cas-là, je demande juste qu'on cite, qu'on dise, voilà, j'ai repris tout ça sur base OVNI France. Je m'en fous, je ne vais pas lui interdire de le faire. S'il a envie de le faire, tant mieux, ça lui fait de la publicité, tant mieux pour lui. Moi, je ne recherche pas ça, c'est pas mon truc. Mais des fois, je vois des sites qui disent, voilà, nous, on s'intéresse aux OVNI dans telle région. Et qui te mettent la liste des OVNI. Et il y en a 3 sur 4, c'est pompé dans la base, mot pour mot. Mais tant mieux, c'est fait pour. C'est fait pour. Donc je sais que ça sert. Je le sais puisque j'ai à peu près entre 10 et 15 extractions de base par semaine. Donc les gens, ils s'en servent bien pour quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Des fois, je m'en rends compte, mais bon... T'aimerais bien qu'ils citent quand même base OVNI France, là où ils ont... Non, à la limite, c'est pas grave s'ils ne le citent pas. Il y en a qui le font. Là où je suis un peu moins d'accord, c'est quand ils réécrivent les phrases que j'ai utilisées. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, moi, je réécris l'observation. Dans ces cas-là, il y a les sources. Ils se servent de la base, ils vont chercher les sources, ils refont leur article. Là, ils pompent mot pour mot
Bon, bah, c'est de l'ufologie facile, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je peux confirmer aux auditeurs que tu résumes, puisque quand je vois sur LDLN les cas, c'est... Voilà, oui. Bah, je peux pas me permettre de mettre des kilomètres. Hein. Oui. Sinon, l'extraction, je te dis pas la tête de la cellule où tu auras l'observation. Déjà, ça doit faire une cellule comme ça, dans un fichier Excel. Donc, je fais un résumé. Et les résumés sont pris mot pour mot. Comme je dis, ça fait partie du jeu. Je leur en veux pas. Ils sont plus feignants que moi, c'est ça. Là, présentement, donc en février 2020, comment tu vois le futur de ta base de données? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais faire? Bah, j'aimerais continuer à rentrer des cas, déjà. Il faudrait peut-être la réécrire entièrement parce que l'écriture au niveau du code source date de 2004, 2005 la dernière fois que j'ai réécrit la base. Donc ça commence à être un peu ancien, mais bon, je pense que ça tourne encore assez bien, donc ça va. Mais surtout, il faudrait la remplir, quoi. Rajouter tous les cas qui manquent, il en manque un paquet. Il en manque vraiment un paquet. Alors, je précise que il y a des cas dans base OVNI qui ne sont pas forcément enquêtés non plus. Dans ces cas-là, alors, dans base OVNI, il y a deux sortes de cas. Tu as le cas enquêté. Dans ces cas-là, la source, en règle générale, ça sera LDLN ou un bouquin d'ufologie ou d'autres revues ufologiques. Et il y a tout un panel de cas où l'observation a été relatée exclusivement dans les journaux. Donc là, il n'y a pas d'enquête. C'est un recueil. Toujours dans l'idée que ces cas relatés dans les journaux peuvent peut-être un jour aider à comprendre un autre cas qui lui a été enquêté et à faire le lien avec. Donc il n'y a pas que des cas enquêtés dans Base OVNI France. Au niveau de ce que je mets par contre, j'essaye quand même de garder ce que j'appelle le degré d'étrangeté dans l'observation. Dans le journal, quand c'est juste une boule lumineuse, grosse comme une étoile, qui avance dans le ciel et qui met 2 minutes à disparaître, bon, je la garde sous le coude, parce que dans ces cas-là, je la mettrai si je trouve d'autres relations sur la même zone de temps, et de temps et géographique, quoi. Mais celle-ci, je vais peut-être pas la mettre dans Base OVNI France, parce que bon, ça peut être tout et n'importe quoi. J'essaye de garder un degré d'étrangeté, un minimum de degré d'étrangeté. Si la boule est rouge, c'est déjà plus étrange qu'une boule blanche ou jaunâtre. Parce que blanche ou jaunâtre, ça peut être un avion, ça peut être maintenant une lanterne taille, ça peut être un satellite, ça peut être... voilà. Et à partir du moment où c'est rouge ou vert, non clignotant, déjà, il y a un peu... C'est pas dans la logique, forcément, en fonction de l'époque, aussi, parce que ça aussi c'est important. L'époque est importante pour l'observation. Ce que de nos jours on observe et on va décrire, par exemple des lanternes taille, les lanternes taille n'existaient pas dans les années 70. Donc il faut trouver une autre explication dans ces cas-là. Il faut aussi savoir se replacer dans le contexte de l'époque. Donc il y a tout un tas de cas comme ça pour l'instant que j'ai laissé de côté. Notamment tout ce qui était relations dans les journaux. Mais il y a les deux. Dans Base OVNI France, il y a les deux quand même. Oui, dans ce que tu dis là, c'est un peu les commentaires qu'on reçoit souvent sous les vidéos d'ODH-TV, où les gens disent « Ah ben non, c'est les hologrammes. » Oui, en 54. Voilà, en 54, il y a quelqu'un qui avait pondu un livre sur ça, où c'était l'armée qui envoyait des hologrammes, et qui avait fait tout son bouquin sur... alors je critique pas, l'idée, pourquoi pas, mais il prenait des observations des années 50 et 60
mais en se servant de techniques des années 80-90. Non, même si peut-être, on va dire, allez, l'armée, la défense a des techniques un peu avant tout le monde, il n'y a pas les hologrammes n'existaient pas dans les années 50, donc bon, voilà, et puis il y a plein de choses comme ça, où il faut faire très attention par rapport à l'époque où on est. Je ne te citerai pas le cas du feu arrière anti-brouillard. Si tu veux. Bah si. Le cas dans l'iode de Savigny, je crois. Sauvigny. Le bois. Le monsieur qui va pour rentrer chez lui, et puis d'un coup il observe un truc rouge au-dessus du cimetière. Oui. Et à un moment, donc les zététiciens se sont attaqués au cas, ce qui est logique, hein, et dans le premier jet de leur bouquin qu'ils avaient mis en ligne, alors maintenant il est payant, donc je ne sais pas maintenant ce qu'ils mettent dedans, parce que payer 20 € pour avoir un PDF, moi c'est pas mon truc. Mais dans le premier jet qu'ils avaient mis en ligne, ils expliquaient que c'était le feu anti-brouillard du véhicule qui devait se refléter dans le brouillard. Alors pour dire qu'il y avait du brouillard, ils partaient du principe qu'ils avaient trouvé comment ça s'appelle, la météo de la région, indiquant qu'il y avait des possibilités de zones de brouillard. Enfin, ils avaient trouvé ça, c'était l'aéroport à 50 km. Donc, sur 50 km, le brouillard, ça peut changer. Et mais, imaginons qu'il y ait eu du brouillard. Donc, la voiture, pour eux, reculait dans le chemin, et son feu anti-brouillard, qui est toujours plus lumineux que les autres, dans le brouillard diffusé, donnait l'impression d'avoir une grande aura rouge qui avançait comme ça au-dessus du cimetière. Pourquoi pas? Si ce n'est qu'à l'époque, les feux anti-brouillard n'existaient pas sur les véhicules, ni à l'avant ni à l'arrière, puisqu'ils ont commencé à arriver dans 1973 seulement. Je me suis renseigné là-dessus justement. Ils sont arrivés en 1973, les premiers feux anti-brouillard de série sont arrivés en 1973 sur des Golf. Et à l'époque, si tu pouvais trouver un cas où il pouvait y avoir un feu anti-brouillard arrière qui était monté en option sur le pare-choc, sur des DS. Et je crois que je ne me souviens plus le nombre, mais il y en avait une centaine seulement qui avaient été montées. Donc ça voulait dire que ce jour-là, il y a eu une de ces DS qui a reculé dans le brouillard avec son feu arrière. Bon, arrêtez quoi. Je crois qu'ils l'ont sorti dans leur dernière version. Parce que je leur avais signalé que c'était un peu bizarre quand même. Voilà, donc tout ça pour dire attention au contexte de l'époque. On ne peut pas expliquer des cas des années 50 ou 60 en se basant sur ce qu'on a aujourd'hui, sur ce qu'on observe aujourd'hui. Il faut se replacer à comment on était à l'époque, qu'est-ce qu'on voyait réellement dans le ciel à l'époque, quelle relation on avait avec le ciel à l'époque. Et elle est complètement différente d'aujourd'hui. Parce que déjà, on voyait beaucoup plus d'étoiles à l'époque. Rien que ça. Même en ville, tu voyais des étoiles. Maintenant, tu regardes ici, on est un petit village, il faut aller loin dans la campagne pour arriver à les voir. Hein. Tellement il y a d'éclairage qui perturbe la vision. Donc, se replacer dans le contexte de l'époque, se replacer dans l'état d'esprit de l'époque, ça aussi c'est important quand tu fais de l'ufologie. Comme tu le sais, je me suis intéressé de nombreuses années, si ce n'est pas encore en cours, même si j'ai mis en pause, l'étude géoufologique pour voir s'il y a des zones où il y a... Bon, par rapport aux failles, c'est surtout par rapport aux lueurs géologiques et sismiques, donc c'est une part des méprises, des potentielles méprises. Bon, après, chacun veut trouver comme ovni nucléaire, qui est, on va dire,
l'hypothèse est à la mode depuis pas mal d'années. Bien sûr. Mais toi, tu m'as dit une fois une anecdote. Peux-tu nous en faire part? Oui, les ovnis sont attirés par les McDo. Si, si. Bah, si tu regardes, si tu prends les cas intéressants, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup d'observations d'ovnis au-dessus des villes où se trouvent des McDo. Donc, tu peux en conclure qu'ils sont attirés par les McDo. Tout ça pour dire que chacun cherche sa corrélation. Exactement. Voilà. C'est facile de dire les ovnis ils viennent pour ça. Et puis tu prends juste les 50 cas qui correspondent et tu oublies tous les autres. D'où l'intérêt, en fait, de prendre tous les cas et puis de les mettre sur une carte et puis de voir ce que ça donne. Et là, oh surprise! La corrélation, en fait, moi je vais te dire, il y en a 3. La première, c'est la qualité du ciel. Forcément, plus le ciel est clair régulièrement, plus tu as des possibilités de voir des objets dans le ciel. La deuxième, c'est la population. Statistiquement, ça paraît logique. Plus il y a de gens, plus il y a de possibilités qu'il y ait des gens qui lèvent la tête et qui voient quelque chose dans le ciel. Et la troisième, c'est la qualité des ufologues. Parce que s'il y a un ufologue qui fait de la recherche, qui se fait connaître, qui intervient régulièrement dans les journaux, les gens, ils vont avoir tendance à aller voir cet ufologue. Il donne son adresse et tout, ils vont aller le voir, ils vont lui dire « Ah mais moi j'ai vu ça ». Moi je sais que chaque fois que je dis « Mais je fais de l'ufologie », il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah oui, ah bah tu sais, un jour j'ai vu ceci, j'ai vu cela ». Donc, tu fais ça, tu mets un ufologue dans une région et tu le laisses chercher, et bien il va te ramener des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas. Et là, on va dire ah mais les gens, ah mais les ovnis, ils s'intéressent plus à cette région qu'à une autre. Non, il y a juste un ufologue qui fait plus de recherches que les autres. On l'a vu par exemple, le cas typique, c'est Tirode en Franche-Comté. Il y a énormément d'observations dans les années 60 et début des années 70 en Franche-Comté, parce qu'il y avait Jean Tirode, qui était un ufologue, qui était connu, qui intervenait dans les journaux, qui lançait des demandes des appels à témoins réguliers. Je crois qu'il collait même des affiches un peu partout pour dire si vous avez vu quelque chose, appelez-moi. Et le nombre de cas a explosé. Et tu le vois très bien dans les LDLN de l'époque d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, tu avais les contacts lecteurs qui sortaient et qui te donnaient des cas. Et le nombre de cas où tu vois Jean Tirode, Jean Tirode, Jean Tirode, tous sur la région Franche-Comté-Bourgogne. Voilà. Les nombres de cas à cette époque-là, si tu regardes dans toutes les régions, il a explosé en Bourgogne-Franche-Comté. Et maintenant, c'est remis. En ce moment, c'est Lyon. Il y a eu une grosse période dans le nord de la France, parce que tu as eu 2-3 ufologues, notamment dans les années 70-80, qui étaient dans le nord de la France, qui faisaient pas mal de choses, qui étaient connus, parce que les gens le voient, parce qu'ils lisent les journaux. De nos jours, le journal papier, c'est vrai que ça se lit moins qu'avant. Mais à l'époque, c'était ça. Donc la corrélation, elle est là. Il ne faut pas chercher plus loin. La qualité du ciel, le nombre d'habitants, et la qualité des ufologues. C'est d'ailleurs un peu les conclusions auxquelles je suis arrivé depuis un certain temps. D'ailleurs, ce que je serais tenté, que j'ai commencé déjà à m'intéresser, c'est, comme tu dis, les pics de cas dans un département en fonction des associations existantes à ce moment-là. Pour bien montrer aux gens que tout dépend de ça. Parce que il y a Fabrice Bonvin qui dit sans témoin, il n'y a pas d'ovni, mais s'il n'y a personne pour les recueillir, n'est-ce pas? Amuse-toi à dire aux gens comme ça, qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas ce que tu fais à l'avance, puis qui te disent « Ah mais moi je fais de l'ufologie ». C'est quoi l'ufologie? Tu sais, c'est les soucoupes volantes, les extraterrestres, les petits hommes verts. Tu dis ça comme ça. Ah ouais, tu t'intéresses à ça? Oui, oui, oui. Tu sais qu'une fois j'ai vu un truc, c'est systématique. Le nombre de cas, le nombre d'observations qui ont été faites, et des fois des trucs vachement intéressants, c'est hallucinant, et qui n'ont jamais été relatés.
te dire, tiens, un exemple. Une collègue de travail qui sait que qui apprend que je fais de l'ufologie, qui arrive, qui me dit, il faut que je te réexplique ce qu'on a vu il y a un an dans le sud de la France. Je dis, bah ouais, vas-y. Ah ben voilà, on était à tel endroit, donc je sais où ils étaient. J'ai pas le jour exact, c'était fin août. Et on était tout un groupe d'amis sur la terrasse de cette maison qui surplombe une vallée dans le Var. Et puis d'un coup, c'était en plein jour, d'un coup, on voit un truc, un peu en forme d'ovale, noir, qui part du sol à la verticale, qui monte à la verticale comme ça, qui s'arrête, et qui part à angle droit du côté là-bas de Nice. Ok. Et puis alors, ce qui nous a franchement étonné, c'est que 10 minutes plus tard, tu avais 2 gros hélicoptères de l'armée qui arrivaient, qui se sont mis en stationnaire au-dessus de l'endroit où l'objet a décollé, et après sont partis dans la même direction. Voilà. Plusieurs témoins, une observation intéressante, avec un certain degré d'étrangeté, parce qu'un objet qui est suffisamment gros pour être vu à la distance, bah, c'était pas un petit drone, hein, même si, surtout qu'à l'époque ça n'existait pas encore, il commençait à y avoir des drones, mais donc c'était pas un petit drone, qui est parti très rapidement à la verticale, qui s'arrête net et qui part d'un seul coup en angle droit comme ça. Bon bah voilà, il faut le montrer comme ça. Il n'y a jamais eu d'enquête, ça n'a jamais été relaté dans les... Tu peux rechercher, il n'y a rien dans les journaux, rien du tout. Ils sont les seuls à l'avoir vu. Et peut-être les militaires, puisqu'il y avait 2 hélicoptères qui seraient partis derrière. Peut-être. Voilà. Ben ça prouve bien qu'il y a des centaines de témoins qu'on ne connaît pas. Je tiens à rebondir. L'ufologue Eric Zurcher a mentionné au cours d'une interview qu'il y avait seulement 1 cas sur 10 qui remontait aux témoins. T'en penses quoi? Peut-être moins. Peut-être même 1 cas sur 20. Peut-être même 1 cas sur 20. Alors, on va quitter la France métropolitaine. Hein. Alors, tu t'es intéressé à un cas qui est connu. C'est le cas de la plaine des Cafres à l'île de la Réunion du 31 juillet 1968. Alors, pourquoi t'es-tu intéressé à cette affaire? Alors, je ne me suis pas intéressé à cette affaire en particulier, en fait. Je me suis intéressé aux ovnis à la Réunion. Et cette affaire, forcément, bah, elle fait partie du lot. Ce qui m'a intéressé dans les ovnis à la Réunion, c'est qu'on a là un tout petit bout de terre, 65 km de large, pas plus, la Réunion, qui est relativement peuplée quand même, hein, surtout sur le bord. Et on a tous les cas de figure de l'ufologie. Tous. Observation d'entités au sol, il y a au moins 4 cas. Il y a 4 cas. Des ovnis qui rentrent dans l'eau, des ovnis qui sortent de l'eau, des objets qui passent lentement, des objets qui passent en flottille, des objets... il y a tout, il y a toutes les méprises possibles en plus qu'on retrouve là-bas. Toutes. La dernière en date, à mon avis, c'est la méprise avec un cerf-volant. Et ce qui est très amusant, c'est que je me suis rendu compte, en faisant donc tout ça, c'est que par rapport aux autres îles des Antilles, aux autres îles des autres départements d'outre-mer français, il y a beaucoup plus de cas d'observation à La Réunion que dans les autres départements. Donc j'ai commencé par m'intéresser à ça.
Là, j'en suis à peu près 110 cas d'observation depuis 1968. Alors, ce qui est intéressant sur ce cas que tu viens de citer, c'est que c'est le premier cas d'observation à La Réunion, et que c'est un cas énorme. C'est un cas énorme. Quasi-atterrissage, observation d'entités, traces de radioactivité. Donc, je m'intéresse à ce cas, mais pas forcément plus qu'aux autres. Il y en a eu un autre quelques années plus tard qui est tout aussi magnifique, mais moi ce qui m'intéressait c'était les ovnis à La Réunion. Parce que là on a une petite zone et effectivement, là on peut essayer de dire pourquoi est-ce qu'il y aurait plus d'observations là, dans cette petite zone, qu'ailleurs. Alors il y a la corrélation que le ciel est quand même relativement clair, qu'il y a quand même pas mal d'habitants, donc on retrouve ce que j'avais dit précédemment. Hein. Par contre, il n'y a pas d'ufologue. Il n'y en a jamais eu. Bon, il y a 2-3 personnes actuellement qui s'y intéressent, mais ce n'est pas franchement des ufologues de terrain. Hein. Et il n'y a jamais eu d'ufologues qui ont vraiment enquêté. Et pourtant, on arrive à trouver une centaine de cas. Rien qu'en parcourant les médias. Pourquoi il y aurait tant d'observations sur ce petit bout d'île, au milieu de nulle part? Voilà, donc je me suis posé la question, et du coup, je me suis intéressé aux ovnis à La Réunion. Voilà. Donc ce cas-là, je m'y intéresse aussi, et puis ce qui fait que je m'y suis intéressé, c'est qu'ensuite j'ai été contacté par une équipe de tournage réunionnaise qui voulait créer un docu-fiction sur ce cas emblématique. Alors, ça a pris quelques années, hein, je peux vous dire que au moins 5 ans, même peut-être plus, 6 ans, ils ont travaillé là-dessus. Et puisqu'on a fait une première, ils m'ont fait une première série de, un premier tournage interview en 2009. 2009 c'était, à Toulouse. Et ensuite ils ont fait c'était disons une interview, un tournage interview qui a quand même duré pratiquement une journée complète. Et avec ça, ils s'en sont servis pour se documenter sur le cas, pour aller plus loin sur le cas, et puis pour essayer de trouver de l'argent, notamment, parce que quand on veut faire quelque chose de qualité, malheureusement, on a besoin d'un peu de sous. Et ils sont arrivés à faire quelque chose, je pense, qui est quand même très intéressant en matière de docu-fiction ufologique, et qui est complètement différent de ce qui se fait habituellement, qui est souvent américain, hein, ce qui se fait habituellement, et qui est... et on a quand même un magnifique produit, il faut quand même reconnaître. C'était quelque chose de vraiment intéressant qu'ils ont fait. Notamment toute la partie faite avec des acteurs. On a l'impression, quand on ne connaît pas le témoin de l'époque, que c'est l'acteur en fait qui était le témoin, tellement c'est bien fait, quoi. Et non, franchement, c'était une belle aventure. Ouais, c'est vrai, hein, on pense que le témoin c'est l'acteur, ça je confirme. Ouais. Il joue super bien déjà, bien sûr, hein, franchement. Et, mais même la qualité du tournage, la qualité de... Franchement, une superbe équipe. Hein. Puis ils ont fait d'autres documentaires, bon, pas sur les ovnis, et tous leurs documentaires, ils ont docu-fiction, sont tous de la même qualité. C'est assez ahurissant. C'est pas ahurissant, et on a vraiment une équipe, les deux frères là sont... Ah, puis il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Ah, il y a une bonne ambiance, c'est ce que j'ai vu, ouais. Il y a une très bonne ambiance, et puis on a vraiment des gars de métier, quoi, qui font ça avec l'envie, avec le panache, et quand ils font quelque chose, ils le font vraiment bien.
Si tous les documentaires fiction étaient comme ça, on aurait une qualité, c'est une qualité cinéma quasiment. Hein. Donc, non, franchement, très belle aventure. Mais je ne m'intéresse pas forcément qu'à ce cas-là, la Réunion. Il faut le dire. Il faut le dire. Je m'intéresse aux 109 autres aussi. Et les Réunionnais, par rapport au phénomène OVNI, c'est comme en France métropolitaine où ils sont plus ouverts? Moi, je dirais que c'est comme ici. Il y a ceux qui n'ont rien à faire. Il y a ceux que ça intéresse, mais sans plus. Et puis, il y a ceux qui s'intéressent beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de différence. Hein. C'est pareil. C'est pareil. Après, ce qui est bizarre, c'est que... Enfin, c'est pas bizarre, mais... les gens... Il y a un avantage à La Réunion, c'est que le témoin ne va pas être flagué par les médias. Quand tu es témoin à La Réunion, tu peux en parler aux médias. Ils n'ont pas commencé à dire il a fumé sa malle, il voit des petits hommes verts. Non, non, non. Ils te relatent l'observation de façon telle que le journaliste devrait le faire, sans en rajouter. Donc ben, c'est un avantage, quoi. Et quels que soient les médias. Puis tu as un média à La Réunion qui est absolument merveilleux, c'est Radio Freedom. Radio Freedom, c'est une radio. Quand il se passe quelque chose sur l'île, vous téléphonez à la radio et ils vous passent votre témoignage en direct. Et s'il y a d'autres témoins, ben, ils téléphonent. Ah ben oui, moi aussi j'ai vu ça, moi aussi là je suis en train de le voir et tout. Donc c'est fabuleux parce que on a des trucs qui se passent en direct. Il y a quelques observations, bon, c'était des méprises hein, qui ont eu lieu ces dernières années. On les a connues grâce à Radio Freedom. Parce que les gens, ben, ils n'hésitent pas à appeler. Alors bon, il va y avoir un peu de rigolade peut-être à l'antenne, quoi, parce que bon, ça arrive, mais c'est jamais méchant quand ça arrive, et c'est extrêmement rare. Il faut quand même reconnaître ça, cette qualité aux journalistes réunionnais, c'est que je les ai jamais vus se ficher des témoins. Ils prennent l'observation, et puis voilà. Et souvent, ils te font même un historique d'observations précédentes, les plus typiques, hein, les plus connues. Et souvent, cet historique revient régulièrement quand il y a une grosse observation qui est divulguée dans les médias. Donc ça, c'est un sacré avantage quand même qu'ils ont les Réunionnais par rapport à la métropole. Ça serait bien si en métropole c'était pareil. Puis l'avantage aussi, donc ils ont Radio Freedom, et ils ont l'avantage aussi, c'est que le journal papier est toujours extrêmement présent à La Réunion. Le GIR est toujours extrêmement présent. Le GIR, il y a le quotidien aussi. Et les deux font partie prenante, on les lit. En métropole, à part les journaux qu'on te donne à la va-vite sortie des transports en commun, que tu fais comme ça parce que tu es dans le métro, dans le tram, dans le bus, puis quand tu sors, ben, tu les mets à la poubelle. Ce truc-là n'existe pas là-bas, c'est encore des journaux que tu achètes, que tu lis, et qui ont encore une bonne clientèle. Donc cet avantage-là fait que ben, on peut être plus à même de connaître les cas réunionnais que les cas métropolitains. Un instant sur le docu-fiction. Tu as participé en novembre 2018, il me semble. C'était en 2018. Il y avait une semaine de conférences, il me semble, sur l'exobiologie. Alors c'était une semaine, c'était pas une semaine, il y a eu trois conférences. La première, je n'ai pas participé parce que c'était à l'université, c'était vraiment tourné sur l'exobiologie, c'était pas sur l'ufologie. Les deux autres, donc la première était à l'université de La Réunion, à Saint-Denis. Ensuite, il y a eu une conf au Tampon.
Et ensuite une dernière à la Maison du Volcan, à la plaine des Cafres. C'est-à-dire pas excessivement loin de là où avait eu lieu cette première observation. Et donc on était 2 intervenants en fait. Hein. Il y avait, j'ai plus son nom. C'est pas Michel Viseau? Voilà, Michel Viseau, qui était là pour parler d'exobiologie. Et moi-même pour parler d'ufologie. Donc 2 mondes un peu différents quand même. Bon, on n'est pas venus aux mains. Mais sinon, cette conférence, ça s'est passé comment? Parce que j'ai eu l'audio, que j'ai diffusé d'ailleurs un petit extrait sur... oui, c'est-à-dire que ils ont eu un problème de caméra, du coup ils n'ont pas pu, les filmer comme ils voulaient. Donc la première n'était pas filmée, celle du tampon. Enfin les 2 premières n'étaient pas filmées, celle qui devait être filmée c'était celle de la Maison du Volcan. Manque de chance, énorme problème de caméra. Alors elle a été filmée, mais par des personnes comme ça, donc j'ai pas le film en fait. Par contre, ils avaient les micros qui fonctionnaient, donc ils ont enregistré l'audio, ils m'avaient donné l'audio et je me suis permis de te la filer pour que tu aies une idée de ce qui s'était passé. Oui, j'ai tout entendu, hein. J'ai vu qu'il y avait un professeur ou un ancien professeur qui avait parlé de... Il y avait plusieurs personnes intéressantes dans cette réunion. Il y avait aussi un témoin aussi, à un moment donné. On a eu une personne qui, d'après ce qu'il a dit, était à l'époque travaillait au moment de l'observation à l'université de La Réunion et qui a validé les observations sur la radioactivité qui ont été faites. On a eu une deuxième personne, dont j'ai plus le nom en tête malheureusement, mais j'ai sa carte de visite, je ne l'ai jamais contacté le pauvre, qui lui avait une vision de l'exobiologie, mais beaucoup plus sur l'ethno-exobiologie, on va dire, qui est un scientifique, hein, je te montrerai sa carte, je l'ai. Et on a eu une 3e personne qui est intervenue, qu'on a eu du mal d'ailleurs à calmer, qui est le témoin d'une observation assez récente à La Réunion, qui est venu pour relater, qui s'est levé, qui a pris le micro et qui a commencé à relater qui est descendu sur scène carrément. Hein. Là tu le vois pas dans l'audio, mais le témoin s'est levé, est venu au bout d'un moment, il est descendu sur la scène au milieu pour parler de son observation et pour expliquer son observation. Voilà. Oui, j'ai entendu. Ouais. Longtemps. Ah oui, il a pris un bon moment, hein. J'avoue que malheureusement et pas malheureusement, c'est-à-dire que son observation a été très documentée au niveau de La Réunion, puisqu'il y a eu même les télévisions qui sont venues l'interroger. Il a décrit son observation dans une revue en kiosque. Et c'est quelqu'un d'assez connu en plus à La Réunion, enfin d'assez connu. C'est quelqu'un qui, du côté de Brapanon, est connu. Hein, c'est pas... c'est quelqu'un qui travaille dans le social, et qui est assez connu, et qui est vraiment à fond sur cette observation, quoi, sur ce qu'il a vu. Et j'ai essayé de lui dire que peut-être il avait pu faire une confusion avec quelque chose, et bon, même si on arrive à le prouver, il n'acceptera jamais. Il est vraiment persuadé d'avoir vu quelque chose. Et c'est pas un illuminé par contre. Hein. Mais cette observation l'a marqué mais profondément, quoi. Il n'a pas fait de cuit en plus, visiblement. D'après ce que j'ai compris, en discutant avec lui, ça serait il y aurait eu d'autres observations. Et par rapport à cette conférence que tu as fait, où tu as participé, est-ce qu'il y a eu des retombées? Là, c'était un témoin. Est-ce qu'il y a eu d'autres témoins aussi qui se sont manifestés? Non. Non. Et pourquoi ça fait très peu de bruit en France métropolitaine? Parce que c'est réunionnais.
Pourquoi tu veux que ça fasse du bruit en France métropolitaine? Parce Une que conférence sur les ovnis à La Réunion pour, qui clôturait, on va dire, la vie de ce docu-fiction. Enfin, ça ne clôturait pas sa vie, mais disons que ça mettait un terme à la période de grande diffusion. Non, mais je parle en ufologie française. Ah, mais en l'ufologie française est occupée par bien d'autres choses. L'ufologie française est occupée d'abord par se taper dessus entre eux. Ça, c'est une première chose. Par se tirer le mou entre les uns et les autres. Et ça occupe un paquet du temps de beaucoup d'ufologues, malheureusement. Je vais me faire tuer. C'est la vérité, hein. Mais c'est malheureusement la vérité. Hein. Moi, je suis un spectateur extérieur à tout ça. Un observateur. Moi, je suis un observateur. À ce niveau-là, parce que j'ai jamais été... Enfin, si, il y en a vers qui j'irai plus que d'autres, hein, je le reconnais. Hein. Mais je suis atterré depuis plusieurs années, et puis ça a toujours été, quand tu regardes l'histoire de l'ufologie en France, hein, c'est que des gens qui se tirent le mou entre eux. Il faut arrêter, au lieu de s'entraider. Je prends la couverture. Putain, il n'y a pas de couverture. Vous tirez du vide. Donc déjà, quand les ufologues auront fini de se taper dessus entre eux, on gagnera du temps. Et puis ça ne fait pas partie de ce que les gens ont envie d'entendre actuellement. Les gens, ils ont envie de sensationnel, mais pas ce léger détail. Ils ont envie de channeling, ils ont envie d'extraterrestres, ils ont envie ils ont envie de science-fiction. Mais ils n'ont pas envie d'ufologie. Et comment expliques-tu cela? Parce que l'ufologie, quand tu regardes, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver, les gens, c'est du rêve qu'ils veulent, c'est pas de la science. La science, ça les intéresse que quand ça les fait rêver, mais autrement, les gens, ils ont besoin de rêve. L'ufologie, ça fait pas rêver. Au contraire, les ufologues, la plupart du temps, ils passent pour des gars, qui sont en train des cinglés un peu déjà. Et puis qui sont dans leur petit monde. L'ufologie ne vend pas de rêve. Donc si tu veux vendre de l'ufologie, tu vends du rêve. Et qu'est-ce qui marche en ufologie? Le grand spectacle. Donc ça, c'est pas du grand spectacle, aucun intérêt. Puis, personnellement, je ne suis pas un ufologue majeur de l'ufologie française. Je ne suis pas un de ceux qui se font entendre, qui font des trucs. Donc, j'ai pas fait de publicité là-dessus. Eux non plus n'ont pas fait de publicité en dehors de l'île de la Réunion. C'était pas le but peut-être, c'était pas le but non plus de toute façon. Le but c'était de... On a eu déjà la chance que ce soit la maison du volcan qui nous accueille. Tout ça parce que le directeur a fait une observation. Explicable. Et qu'il accepte. Et qu'il a trouvé lui-même l'explication. Ouais, tu peux nous en parler? Fais. Il a vu au large de Saint-Pierre, en altitude, des trucs bizarres. En plein jour, enfin en fin de journée, quoi. Comme des objets qui passaient les uns au-dessus des autres. Et puis après recherche, il s'avère qu'en fait c'était 3 avions qui passaient exactement les uns au-dessus des autres à cet endroit-là. Et entre un qui avait sans doute la traînée, des traînées en pointillé, le soleil se reflétait dessus en orange, l'autre c'était le soleil qui se reflétait sur la carlingue, le troisième aussi. Et résultat des courses, ben, tu avais l'impression qu'il y avait des objets qui étaient là, les uns au-dessus des autres, stationnaires, dans le ciel, de couleur orange. Et ben non, il s'avère que c'était 3 avions. Et il en est parfaitement conscient, hein, mais c'est pas pour ça qu'il va à l'encontre du reste, quoi. Donc, puis, comme la maison du volcan est à la plaine des Cafres, en haut de la plaine des Cafres, que l'observation de 68 était un petit peu en dessous, à quelques kilomètres en dessous,
le contexte était intéressant. Ouais, puis ça avait l'air d'être joli, hein. Je suis allé en street view. Ah bah c'est la Réunion. C'est la Réunion. C'est un autre monde. Eh bien Luc, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Ben, merci à toi d'avoir posé les questions. C'est le cas de le dire, hein. Puis d'être là et de faire ce que tu fais. Ben merci. Parce que tout le temps, je te l'ai toujours dit, hein, pour moi, c'est important ce que tu fais. Et puis bah, je te dis à bientôt sur les ondes. Bah, à bientôt, ouais. Puis tu peux revenir quand tu veux. Hein, bah merci. Maintenant, tu sais que c'est pas loin. On profite. Pas tous les jours quand même. Non. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu le trouveras pas. Hein, oui. Déjà. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter aux auditeurs, au DH Note? hasta la vista. Nous arrivons à la fin de cet entretien avec Luc Chastan, que je remercie beaucoup. Je tiens également à remercier l'intendance ou l'équipe technique d'ODH TV pour avoir permis la réalisation de cette interview. Je remercie également les autres membres, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine interview sur ODH TV 2. Au revoir.